Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le débrief. La question littorale atlantique devient depuis quelques années un élément fondamental de l'analyse géopolitique mondiale et bien évidemment géoéconomique aussi. Si l'Atlantique Nord est un espace organisé, sécurisé, financiarisé et même hautement militarisé, il en va différemment pour l'Atlantique Sud. Si la partie nord de l'océan est bordée par deux espaces formant globalement une même et unique civilisation, ce n'est pas le cas de la partie sud, bordée à l'ouest par l'Amérique du Sud chrétienne, lusophone et hispanophone, et à l'est en grande partie chrétienne, anglophone, mais aussi francophone. Quant à l'Amérique centrale, chrétienne et hispanophone, elle se trouve géographiquement face à la grande région du Sahel, musulmane et francophone. Les deux continents africains et latino-américains se regardent donc, mais se parlent rarement collectivement, pour ne pas dire jamais, ou alors exceptionnellement. Le Maroc, à travers Sa Majesté le roi Mohamed VI, a marqué son intérêt pour cette question et a lancé l'initiative atlantique et aussi celle de l'accès des États du Sahel à l'Atlantique. L'idée est d'organiser d'abord les pays africains atlantiques en perspective de leur projection sur l'océan et même au-delà. Plusieurs rencontres, colloques, meetings diplomatiques et séminaires ont déjà été organisés autour de la question. Et récemment, à Rabat, s'est tenue la 3e édition des Maroc diplomatiques Sahara sur la façade atlantique 2030. Avec nous donc pour revenir sur cette question du littoral atlantique de l'Afrique, Abdou Diop, bonjour ou bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, toujours un plaisir. Merci, brahba, vous êtes directeur associé de Mazar et président de la commission Afrique à la CGEM. Merci encore d'être avec nous. Professeur Zakaria Filano, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Merci pour l'invitation. Marhaba. Monsieur Abdelatif Komat, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, ça marche, voilà. Donc, vous êtes par Skype, comme on peut le constater. Vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Ain Choc, à l'université Hassan II de Casablanca. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Et donc, nous allons revenir sur cette question de la façade atlantique et de ses enjeux. Comme d'habitude, on va commencer donc par une question globale. Je commence par vous, Zakaria Ferraro, si vous voulez bien. Peut-on dire que la présence et l'implication de plusieurs dignitaires du continent, aussi bien politique qu'économique, à ce colloque est un indicateur fort de l'engagement de ce continent pour l'initiative atlantique? Je pense que la réponse est oui, hein, bien évidemment. Donc l'engagement, il est là par rapport à l'initiative de faire de l'Atlantique, ou je dirais des pays qui sont au voisinage de l'Atlantique, un hub, que ce soit sur le plan commercial ou aussi économique, mais aussi de pouvoir un peu concurrencer au niveau international par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur la scène géopolitique ou aussi géoéconomique. Et donc, bien évidemment, donc les initiatives qui ont été menées, que ce soit pour le Maroc ou pour les parties prenantes qui font partie de ces pays-là, ils sont, je dirais, ils flèchent le même objectif, ça veut dire arriver à un certain cloisonnement entre ces pays-là pour pouvoir réaliser un objectif très important, c'est celui d'avoir, je dirais, une forte concurrentialité à l'international, que ce soit par rapport au commerce international, donc c'est une voie nouvelle qui va s'ouvrir à l'international, aussi par rapport à la contribution à la chaîne de valeur. Donc nous savons que ces pays qui sont dans le bord de l'Atlantique, ils ont vraiment des synergies, ils ont des complémentarités sur le plan économique, ce qui va permettre un peu d'alimenter la chaîne de valeur au niveau du continent et aussi concurrencer à l'international. Et un troisième élément très important, c'est que si nous avons plusieurs dignitaires qui sont présents, ça veut dire que nous avons un engagement explicite de la part des gouvernements, aussi que ce soit sur le plan politique ou aussi économique, que nous avons cette initiative-là qui permettra, je dirais, à plusieurs pays d'en bénéficier, que ce soit, j'ai dit, sur le plan économique, sur le plan social, mais également sur le plan politique. Il faut rajouter un dernier élément pour cette question, je dirais, globale. On peut rentrer un peu dans les détails après. C'est que l'ensemble des pays, je pense, c'est 23 pays à peu près qui sont dans l'Atlantique, ils sont très diversifiés en matière de ressources naturelles, ils sont très diversifiés en matière de potentiel économique et donc démographique aussi. Et démographique également. Et nous avons à peu près, je pense, la moitié de la population africaine qui est dans ces 23 pays. Donc automatiquement, c'est un grand marché et c'est un marché avec un grand potentiel. Et donc toute initiative qui permettra de mettre en œuvre, de réaliser cette vision royale qui a été initiée par notre auguste souverain, ça va permettre à l'ensemble des pays de rentrer pas uniquement dans un régime d'intégration économique ou de croissance inclusive, mais également d'asseoir leur place au niveau de la scène internationale, surtout avec le positionnement aujourd'hui qu'a l'océan Atlantique dans le commerce international par rapport à ce qui se passe au niveau de d'autres régions. Et là, je parle un peu de la région chinoise, un peu des différentes, je dirais, tractations qu'on trouve dans la mer Rouge, etc., etc. Très bien. Abdou Diop, vous y étiez, on vous a vu là-bas. Votre lecture de cette présence qui était quand même importante de gens qui viennent de notre continent, et chacun y a été donc de son commentaire. Comment vous avez vu les choses? Oui, je pense que
l'initiative est une initiative extrêmement importante et les différents pays de l'Atlantique y voient un véritable intérêt à plusieurs titres. D'abord parce que aujourd'hui, il y a quelques ensembles continentaux qui ne fonctionnent pas en eux-mêmes et donc on veut explorer d'autres ensembles et d'autres ensembles qui ont qui traduisent une réalité économique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique de construire des ensembles uniquement par des questions purement géographiques, idéologiques ou autres. On veut que les ensembles traduisent une réalité économique. Et aujourd'hui, justement, cette cohérence entre les pays de l'Atlantique est une réalité économique parce qu'il y a une certaine interconnexion, il y a un certain nombre d'actions de coopération économique qui ont été déjà lancées depuis plusieurs années, avec beaucoup de choses à l'initiative du Maroc, parce qu'aussi il y a beaucoup de projets structurants qui sont lancés dans le cadre de ces initiatives, que ce soit ce fameux gazoduc qui est devenu maintenant gazoduc atlantique dont on parlera, ou encore les corridors routiers. Il y a un certain nombre de projets qui font que ça crée une cohérence et donc les gens ont envie d'explorer cette nouvelle solution. Et aussi, je rejoins ce que disait tout de suite Zakaria, en disant qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de complémentarités inexplorées à ce stade. On peut avoir beaucoup de complémentarités sur différentes chaînes de valeur qui sont inexplorées. On a fait au sein de Mazars une grosse étude il y a un peu plus de 2 ans sur justement ces complémentarités qui peuvent exister entre les différents pays de l'Atlantique et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'occasions perdues sur de la complémentarité qui est inexploitée et on le voit, beaucoup de ressources disponibles, beaucoup de potentiel de transformation industrielle non encore exploité, beaucoup de possibilités de s'approvisionner entre pays de l'Atlantique. Donc on peut, au-delà de penser déjà à exporter au-delà de nos frontières, déjà en termes d'alimentation, et ça, on peut remercier quelque part le Covid et la crise ukrainienne qui nous ont poussés à commencer à travailler ensemble. Et cette coopération ensemble a ouvert les yeux à beaucoup de dirigeants africains sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin des choses qui quelquefois sont disponibles à proximité. Et donc cet élan d'adhésion vers ce projet d'Atlantique traduit toute cette dynamique. Donc à la fois la volonté d'explorer autre chose, la prise de conscience de ces complémentarités et aussi le fait que la crise ukrainienne et le Covid a ouvert les yeux sur le fait qu'on peut trouver dans le continent et sur des pays de proximité des choses qu'on a l'habitude d'aller chercher à l'extérieur. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a un réel intérêt pour justement aller dans cette dynamique de coopération atlantique au-delà de toute idéologie et au-delà de toute structuration institutionnelle, mais déjà sur des réalités purement économiques et c'est sur des projets structurants. Abdeltaïf Komat, alors Zakaria Filano nous parle de diversité, Abdou Diop de complémentarité. Vous y étiez aussi. Comment vous avez, à quelle conclusion, mais véritablement globale, êtes-vous arrivé après cette journée, après ces 2 jours de travaux? Effectivement, je reste sur la question des dignitaires qui ont pris part justement à cette rencontre, cette importante rencontre, pour souligner en fait plusieurs dimensions. Bon, tout d'abord, bien sûr, il s'agit de dignitaires qui sont venus essentiellement de l'Afrique. Nous avons pratiquement une quinzaine d'ambassadeurs qui étaient présents, des ministres actuels, des anciens ministres, notamment des Affaires étrangères, de hauts responsables du gouvernement marocain, mais également des institutions marocaines. Donc, il y avait bien sûr une intensité, je dirais, au niveau de la présence aussi bien nationale qu'internationale. En fait, au-delà, je dirais, du nombre ou de cette intensité, ce qui importe le plus, c'est l'impact. Ce sont les messages. Et à ce niveau-là, je voudrais souligner, je dirais, de prime abord, quelques messages très forts. Tout d'abord, des appels très forts, notamment de ministres des Affaires étrangères, aux pays qui, peut-être jusqu'à aujourd'hui, hésitent justement à franchir le pas pour reconnaître la marocanité du Sahara. Il y avait des appels très forts sur la base de choses concrètes qu'ils vivent et qu'ils ont vécues, qu'ils ont entendues par rapport à la légitimité justement de la question de la marocanité du Sahara. Donc il y avait un message très fort sur ce plan-là. Il y a bien sûr de la part d'intervenants, surtout marocains, le fait de démontrer que ce que nous envisageons comme projet aujourd'hui, il est en train d'être
réalisé d'une manière concrète comme un gage justement de cette volonté d'intégration, de renforcer l'intégration africaine. Et là, bien sûr, nous avons... Oui, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Continuez, poursuivez. Alors, et là, bien sûr, nous avons eu droit notamment à l'intervention de la directrice générale du port de Dakhla Atlantique qui a présenté l'avancement du projet. Nous avons eu l'intervention de Monsieur le ministre de l'Équipement concernant tout ce qui est gazoduc. Donc, nous avons eu en fait des interventions qui montrent que le Maroc, cela conduit Sa Majesté, lorsqu'il s'engage dans un projet sur la base de choses tangibles, concrètes, qui sont en train de voir le jour. Bien sûr, il y a eu le volet financier à travers les banques, à travers le marché des capitaux, c'est-à-dire tout est engagé, tout azimut, pour justement aller vers la concrétisation de ce projet d'une manière concrète. Et là également, comme message fort, en fait, la présence de puissances, notamment étrangères, notamment, bien sûr, il y avait l'ambassadeur de la France, du Japon, de la Chine. Et là, je voudrais souligner, en fait, c'est pour cela ce qui nous importe le plus, c'est l'impact. La déclaration de monsieur l'ambassadeur de Chine au Maroc, qui a dit que le rapport, en fait, qui sera établi par son ambassade à l'issue de cette rencontre, il sera soumis au gouvernement chinois pour le prendre en considération dans les prochains sommets Chine-Afrique. C'est-à-dire qu'il a trouvé qu'il y a pas mal de messages, pas mal de réalités, à tel point que ça devrait être un document officiel qui sera, je dirais, une des bases des prochains sommets entre l'Afrique et la Chine. Et pour dire que c'était une rencontre pleine, je dirais, de choses réelles et concrètes. Et bien sûr, on continuera sur le volet d'une manière plus détaillée. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail avec la parole, avec le propos. Je commence par vous, Zakaria Filano, mais je voudrais vous faire réagir tous les trois. Le ministre gambien des Affaires étrangères, M. Mamadou Tangara, a participé au colloque du début à la fin. Et puis, il a eu cette phrase qu'il a repris à son compte très à propos de l'auteur camerounais Tekam Tagné, j'espère que je n'écorche pas le nom. L'Afrique est trop riche pour être si pauvre. Je pense que vous connaissez un peu cette maxime. Zakaria Filano, je vous laisse commenter ça. C'est tout un programme. Cette phrase est en elle-même un programme. C'est aussi un titre de livre et une citation du ministre gambien. Tout à fait. C'est pas une phrase, c'est une croyance. L'Afrique est trop riche, c'est vrai, elle est riche pour son potentiel. Mais réellement aujourd'hui, le message qu'il faut faire passer, c'est que l'Afrique s'est émancipée. Ça veut dire qu'elle est capable de créer sa propre richesse, elle est capable de la consommer et elle est capable aussi de devenir un maillon très important au niveau international. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'avait pas sa position réelle qu'elle devrait avoir, je dirais, dans la sphère internationale. Nous avons beaucoup de richesses, donc vous pouvez trouver dans l'Afrique tout ce que vous voulez. Le potentiel humain, donc nous allons atteindre à peu près d'ici quelques années 2 milliards, et donc nous aurons le potentiel de consommation très important. Et dans tous les continents, dans tous les blocs, la consommation est très importante. Ça veut dire si demain on arrive à avoir une intégration économique, que ce soit dans la zone atlantique ou dans toutes les zones de l'Afrique, la consommation est là pour pouvoir booster la croissance économique. Deuxièmement, nous avons tous les potentiels de création de richesses. Donc, nous avons des richesses naturelles. Donc, nous trouvons du pétrole, nous trouvons du gaz. Vous avez les richesses naturelles en termes agricoles. Vous avez tout le potentiel pour pouvoir avoir les 3 secteurs qui sont draineurs de l'économie. Secteur primaire, secondaire et tertiaire. Troisièmement, très important, nous avons le potentiel humain, ça veut dire le capital humain. Nous avons des pays qui ont percé dans quelques secteurs. Je prends l'exemple du Maroc, ce n'est pas parce que je lui appartiens ou je suis marocain, mais le Maroc, il a percé sur le plan du capital humain. Et donc, automatiquement, nous pouvons avoir ou bâtir les prémices d'une Afrique à travers ces exemples. Il n'y a pas uniquement que le Maroc, il y en a d'autres pays. Mais nous avons du capital humain qui peut rentrer dans toutes les technologies et tous les potentiels de croissance dont l'Afrique a besoin. Quatrième élément très important, c'est que l'Afrique est une population jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années qui vont venir, nous allons avoir une classe moyenne très importante en Afrique, ce qui va permettre à la fois d'avoir des industries qui vont suivre cette consommation, qui vont suivre toutes les industries. Je parle de voitures, je parle aussi d'industries agroalimentaires, etc. Parce que la classe moyenne, c'est elle qui consomme. Et donc nous avons l'exemple de la Chine. La Chine, ce qui a contribué en particulier à son développement entre 1986 jusqu'à aujourd'hui, c'est le développement de la classe moyenne. Et l'Afrique aura une des plus grandes classes moyennes au niveau international. Et donc, si je reprends les termes de notre auteur Tekam, c'est que l'Afrique est trop riche, effectivement, mais elle devait être émancipée et croire et avoir la volonté de croissance pour qu'il sorte de ce qu'on appelle le piège de pauvreté. Maintenant, il y a des problèmes. On sait qu'il y a des problèmes très, très énormes au niveau de l'Afrique. Nous avons des problèmes qui sont liés à l'endettement.
Donc c'est un fléau qui, dans la plupart des pays africains, vivent. Nous avons, je dirais, la création de valeur n'est pas aussi importante dans la plupart des pays. Ça veut dire vous avez une économie, mais qui n'arrive pas à créer une grande valeur ajoutée. Et là, il faut vraiment bâtir des industries, il faut vraiment, je dirais, rendre l'économie plus inclusive pour pouvoir bâtir cette croissance qui soit potentiellement créatrice de richesse. Et il y a aussi d'autres problèmes, je dirais, géopolitiques et aussi qu'on connaît de façon très claire au niveau de l'Afrique. Mais si on arrive à avoir cette émancipation et cette croyance qu'on peut faire, et nous avons les moyens pour le faire, et je pense que ça a été sifflé, c'est que nous avons ces complémentarités. Si je prends par exemple le Maroc, nous n'avons pas réellement de richesse énergétique, mais il y a beaucoup de pays en Afrique qui en ont. Et donc là, nous pouvons en sortir du jeu gagnant-gagnant, pas uniquement pour le Maroc, mais pour tous les pays africains. Et nous avons ce potentiel. C'est ce qui va permettre de rendre pas uniquement une Afrique riche, mais une Afrique qui va créer de la richesse. On ne veut pas uniquement une Afrique riche, mais on veut aussi une Afrique qui permet de créer la richesse. Et ça ne peut se faire que si on croit ensemble que nous avons le même destin et la même destinée. Ça, c'est très important aujourd'hui pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, les négociations ne se font pas par un seul pays, ça se fait en bloc. Et donc là, lorsque le souverain il a appelé à ce qu'on appelle le bloc atlantique, c'est pour pouvoir mener des négociations et avoir un potentiel sur le plan au niveau du commerce international. C'est ce qui est très très important, que ce soit pour le Maroc, bien évidemment, mais aussi pour tous les pays qui sont preneurs et qui étaient présents pour dire qu'on est preneurs de cette initiative. Abdou Diop, Zakaria Firanou nous dit qu'il faut que l'Afrique est effectivement riche, pour reprendre l'auteur Tekam, qu'elle est pauvre, et lui, il dit qu'il faut bâtir cette croissance. Il faut bâtir une croissance dans des synergies peut-être entre les différents pays, entre les 23 pays. Oui, je pense que Tekam pose la vraie question, qui est l'équation de tous ces 50 ans d'indépendance, post-indépendance du continent, à savoir le continent qui possède le plus de richesses au monde. Ce n'est pas uniquement un potentiel. La réalité, c'est qu'on a un sous-sol extraordinaire où tout est présent. Même le sol, on parle de 60% on de a 60% des terres arables, on a une végétation luxuriante, on a de l'eau qui permet beaucoup de choses. Cette jeunesse qui est à la fois un marché, mais aussi une force de travail extraordinaire, plus de vastes étendues territoriales avec toutes ces diversités, mais avec quand même les pays les plus pauvres de la planète, 90% se trouvent en Afrique. Les populations les plus pauvres se trouvent en Afrique. Beaucoup de populations qui n'ont pas accès à l'électricité, à l'eau, etc. Donc c'est le grand paradoxe du continent, mais qui est lié aussi à toutes les visions ou absences de vision qui ont été mises en œuvre dans les politiques publiques, dans le développement d'un certain nombre de pays, parce que c'est ça la vraie question. C'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, par exemple, on a, je prends juste l'exemple du cacao, on a toutes les réserves mondiales de cacao, mais qu'il n'y a que 10% de la valeur ajoutée qui est en Afrique. On prend le textile, c'est pareil, où le coton est inexploité. On prend même... il y a le cas d'école des engrais, des phosphates, pétrole, par exemple. Oui. Le pétrole, où aujourd'hui, il y a des pays, les plus grands pays producteurs de pétrole du continent, un pays comme le Nigeria, quotidiennement, ils ont des pénuries de carburant, alors que c'est un grand pays. Donc, se pose la question de la création de richesses pour le pays et pour les populations, la transformation, la valeur ajoutée. Donc, c'est cette question de transformation économique, de création de valeur ajoutée locale et de répartition des richesses qui est posée par Tekam. Et pour cela, effectivement, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de politique économique intrinsèque de chacun des pays, et il y a le sujet de création de ces ensembles qui permet justement d'avoir de la complémentarité. Et c'est dans ce cadre-là que, aujourd'hui, encore une fois, la question du Covid a beaucoup fait bouger les lignes. Aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des pays ont retravaillé leurs plans nationaux de développement. Tout le monde parle de sécurité alimentaire, tout le monde parle de souveraineté industrielle, tout le monde parle de souveraineté sanitaire, tout le monde parle de coopération économique, tout le monde parle de renforcement à travers la ZLECAf des échanges commerciaux entre le continent. Donc il y a une dynamique qui est enclenchée, et dans le cadre de cette dynamique, il y a l'action individuelle des pays qui est enclenchée pour transformer leurs plans nationaux de développement, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, les choses ne peuvent pas se faire sur un continent où nous avons 54 pays
avec des marchés qui varient entre des pays qui sont à moins d'1 million d'habitants et d'autres qui sont à plus de 200 millions. Donc il faut qu'on rentre dans cette dynamique des ensembles et pas uniquement des ensembles purement idéologiques ou institutionnels, mais des ensembles, encore une fois, je ramène ça à la réalité économique, aux complémentarités de chaînes de valeur. Et aujourd'hui, je pense que les actions qui sont posées dans le cadre de cette dynamique atlantique vont permettre de corriger un certain nombre de choses. Et si, effectivement, tous les pays rentrent dans cette dynamique pour renforcer cette coopération, renforcer les projets qui vont créer de la valeur. Et je pense que, effectivement, le sujet des projets d'engrais qui vont permettre d'alimenter toutes ces chaînes de valeur agricoles, un projet comme le gazoduc qui va permettre notamment à la fois de créer des industries à travers le gas to power, etc., vont permettre, dans ces ensembles, d'avoir des projets structurants favorables au développement économique des différents pays et qui vont permettre très certainement à l'Afrique de ne plus être uniquement riche par ses ressources, mais d'être exportatrice de ressources, riche à travers ses populations et la valeur ajoutée qui est créée sur le continent. Abdeltif Komat, je voudrais vous faire réagir sur cette question-là, donc de l'auteur TK, mais bon, je sais que vous êtes intéressable aussi sur la question. Alors, je voudrais avoir votre avis très rapidement parce que je voudrais vous faire réagir aussi sur l'intervention de Omar Hillel. Vous étiez présent aussi à ce colloque et c'est vous qui en avez fait la synthèse d'ailleurs, donc je sais que vous êtes incollable dessus. Donc, je vous laisse rapidement réagir sur cette question de pauvreté-richesse avant de vous entendre sur les grandes lignes de cette intervention, de cette longue intervention de Omar Hillel, représentant permanent du Maroc à l'ONU. Par rapport à la première question, en fait, je vais essayer d'être complémentaire et bref, en donnant trois exemples concrets qui font le lien justement entre ces dysfonctionnements qui expliquent un peu cette pauvreté et ce retard de l'Afrique, mais également ce que propose l'initiative royale comme solution à ces dysfonctionnements. Je prends en premier lieu le taux d'intégration économique. Vous savez que les derniers rapports de la Commission économique des Nations Unies et la Banque africaine de développement ont démontré que l'Afrique a un taux d'intégration économique de 0,37, c'est-à-dire l'Afrique, elle est à peine à un tiers de son potentiel d'intégration économique. Et justement, cette initiative, un de ses objectifs et de ses vocations, c'est justement de renforcer l'intégration économique. Parce que l'intégration économique de l'Afrique, c'est une intégration entre les communautés économiques de l'Afrique, qui sont au nombre de 8. Et bien sûr, comme l'Atlantique ou l'initiative Atlantique traverse plusieurs communautés économiques, elle est en mesure justement de renforcer l'intégration économique. Deuxième volet, le deuxième exemple d'ailleurs qui a été cité lors de cette rencontre, c'est l'électrification de l'Afrique. Il y a un contraste énorme, c'est que l'Afrique, justement aujourd'hui, a le plus grand potentiel au niveau mondial sur le mix éolien et solaire. Au moment où la moitié de la population africaine, 600 millions de personnes sont aujourd'hui en fait privés d'électricité. Ça n'a aucun sens. D'où, bien sûr, cette initiative, tout d'abord, bien sûr, du gazoduc, parce qu'autour du gazoduc qui circule à travers 13 pays, l'électrification est un des objectifs qui va accompagner ce projet. Et là, bien sûr, on a vu l'expérience de l'ONU qui a, bien sûr, œuvré pour l'électrification du Maroc avec ses régions du Sud, qui est pratiquement à 100%, et qui est disposée à contribuer à l'électrification des pays de l'Afrique. Et puis le troisième exemple rapidement, c'est celui de l'agriculture. L'agriculture également, il y a un contraste, c'est que l'Afrique est riche par ses potentialités agricoles, par ses terres arables, mais malheureusement, nous sommes en fait importateurs de produits alimentaires. Et là, je salue également l'initiative de l'OCP. Vous savez que l'OCP aujourd'hui développe toute une stratégie adaptée aux terres agricoles africaines en produisant des engrais adaptés aux spécificités. Tout à fait. Et bien, tout à fait. Alors, Omar Hillel, l'intervention de Omar Hillel. Omar Hillel, rapidement. Omar Hillel, c'était, comme vous l'avez dit, une intervention très intense qui a duré pratiquement presque 1 heure et qui a fait le tour de cette question, de cette double question, à savoir l'ouverture du Sahel sur l'Atlantique, mais également l'initiative royale atlantique. Alors, il a fait le tour de cette question avec ses différentes dimensions. Bien sûr, la dimension stratégique, vu ce que regorge en fait cette région, ce littoral,
en richesse pour l'Europe, mais également pour l'Amérique et l'Afrique, qui, en fait, tous les trois représentent dans cette région pratiquement la moitié du PIB mondial. Et puis, bien sûr, il a qualifié, et ça c'est très important, cette initiative royale d'audacieuse, parce qu'au moment où, en fait, les couloirs vers la mer des pays isolés, par ailleurs, sont à l'origine de conflits, Sa Majesté en fait pour le Sahel, en fait, une région de paix et de sécurité. Et ça, c'est très important. En fait, c'est la sagesse, c'est la clairvoyance et cette vision, je dirais, de paix et de volonté de faire en sorte que le développement de cette région soit un développement partagé par toutes les parties prenantes. Et bien sûr, il a évoqué toute la dimension économique de la chose parce que, et ça s'est démontré par les rapports des Nations Unies, les pays qui sont isolés de la mer perdent 20% de leur PIB. Le Maroc, avec cette initiative, va permettre justement à ces 4 pays du Sahel d'avancer à hauteur de 20% de leur PIB, ce qui est très, très, très important. Et bien sûr, également, lors de ces interventions, en fait, c'est Hilal a insisté sur cette volonté intégrative, cette volonté de développement, je dirais, commun que veut Sa Majesté. Et puis, bien sûr, il a souligné les challenges. Alors, les challenges, bien sûr, il y a le volet financier, mais il y a des ouvertures. Aujourd'hui, il y a des volontés, notamment des puissances étrangères. Ça a été déclaré par certains ambassadeurs qui sont disposés. Leurs pays qui ont les moyens financiers devraient justement sur ce projet en fait, du projet de l'Atlantique et de décloisonnement du Sahel, la question sécuritaire, et puis également il a évoqué l'adversité de l'Algérie, ça il faut le souligner, qui a manœuvré justement pour freiner ou pour justement créer des difficultés à l'initiative marocaine, l'initiative royale. Par exemple, l'initiative de créer, en fait, de détourner le Maghreb arabe avec cette initiative à 3 pays. Mais heureusement, la Libye, bien sûr, n'a pas apprécié ou n'est pas allée dans le sens de cette initiative. Et finalement, la Tunisie et l'Algérie se sont retrouvées face à face. L'Algérie également a proposé au Nigeria un gazoduc Maroc, plutôt Nigeria-Algérie, qui est un projet qui n'a aucune chance de réussir, pour dire que, en fait, toutes ces initiatives ne peuvent pas aller à l'encontre de la sagesse, de la profondeur de l'initiative royale. Et puis enfin, bien sûr, il a évoqué l'importance du Sahara marocain dans cette dynamique, dans cette initiative. Le Sahara, aujourd'hui, à travers son nouveau modèle de développement, se développe. Ce n'est pas pour elle-même ou pour le Maroc, mais pour être justement un vecteur de développement de l'Afrique. Et là, il a évoqué, bien sûr, le port atlantique, le gazoduc, qui sont au-delà qu'ils soient des projets à vocation infrastructurelle, économique ou commerciale. Ils ont essentiellement un but d'intégration et de développement ou de co-développement. Alors, on reste sur l'intégration avec vous, Zakaria Felano. Les perspectives d'intégration régionale ou sous-régionale de cette façade atlantique, est-ce qu'elle est envisageable à moyen terme? Et comment vous la voyez? Vous avez parlé des différents éléments qui pouvaient être mis les uns avec les autres, des différents leviers, mais concrètement, pour commencer, alors il y a déjà le gazoduc Afrique-Atlantique, il y a plusieurs initiatives, il y a la ZLECAf aussi qui englobe l'ensemble du continent, mais d'après vous, avec vos connaissances ou avec votre expérience, comment commencer cette intégration? Je pense que vous avez donné les germes de réponse. Hein. Normalement, les vecteurs qui permettront d'asseoir un peu, je dirais, la réalisation, je dirais la concrétisation de cette zone du littoral. Donc, c'est en fait les projets structurants qui sont en train d'être menés. Donc là, je parle uniquement du casquette un peu des projets qui intègrent le Maroc. Donc, si on prend par exemple, vous avez parlé du gazoduc. Donc, c'est un projet énorme qui va inclure à peu près les 13 pays par lesquels va passer je dirais, les lignes de ce projet-là. Et donc, automatiquement, ça va permettre d'avoir des retombées potentielles sur ce projet d'intégration, je dirais, de coexistence des pays de l'Atlantique. Il y a également le deuxième élément que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est la ZLECAf, donc la zone de libre-échange africaine. Elle joue un rôle très important parce que si vous voulez avoir une zone de libre-échange, donc automatiquement, vous parlez des 4 éléments très importants. Il faut avoir la liberté des capitaux, il faut avoir la liberté des personnes, il faut avoir aussi la liberté des marchandises et aussi une intégration économique et financière. Et donc, automatiquement, si nous avons une initiative qui permet un peu de développer la partie, je dirais, atlantique des différents pays qui sont en Afrique, ça va permettre de faciliter la mise en œuvre de la ZLECAf. Et donc, automatiquement, si on arrive à avoir, je dirais pas un destin, mais je dirais un projet économique conjoint entre différents pays de l'Atlantique, ça va faciliter un peu les échanges
que ce soit intra, ça veut dire à l'intérieur de l'Afrique, ça va permettre de donner un coup de pouce aux 4 mobilités qui doivent exister au niveau de la ZLECAf, mais également ça va faciliter un peu l'échange avec le monde extérieur, parce que la zone atlantique, c'est une zone qui va permettre de rentrer vers des marchés nouveaux pour l'Afrique, c'est les États-Unis, je parle réellement des États-Unis, je parle aussi de l'Amérique latine, mais également ça va permettre un peu de changer, je dirais, l'existant, si je peux dire ça avec ce terme-là, l'existant en matière de commerce international. Il y a un troisième élément très important, c'est que ce qui a été cité par Majesté, notre Auguste Souverain, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle une marine marchande. Ça, c'est un projet très important. Aujourd'hui, on a discuté en coulisses, vous et moi, sur ça, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs centraux en matière de marine marchande, c'est en fait les Européens et les Asiatiques, avec une dominance européenne. Et donc là, l'Afrique n'a pas de positionnement réel qu'à travers ses ports. Donc réellement, c'est à travers les ports qui sont développés, que ce soit le port de Luma, que ce soit le port de Dakhla qui va venir, que ce soit le port de Tanger, etc., etc. Tous les ports qui sont dans l'Atlantique. Aujourd'hui, si on arrive à mettre en place une marine marchande, qui est une tâche un peu délicate, voire difficile, par rapport à la concurrence internationale, ça va permettre un peu de donner un poids au commerce international à travers ou au travers la zone atlantique. Il y a un autre élément très important, c'est en fait que, si je veux répondre de façon je dirais très pragmatique, sur le moyen terme, oui, envisageable. Ça veut dire la zone où je dirais la vision atlantique, elle est envisageable, mais ça nécessitera aussi quelques réformes de politique économique très importantes. Aujourd'hui, laissez-moi rentrer un peu dans la politique économique, les pays de l'Afrique, normalement, en moyenne, en 2023, si je prends un peu les statistiques de 2023, la plupart des pays en Afrique sont endettés. Et ceux qui dépassent le seuil de 60% sont une majorité dans le continent africain et surtout dans la zone atlantique. Également, vous avez des pays qui dépassent les 100% de leur PIB. Et encore pire, c'est qu'ils n'arrivent même pas à trouver de financement. Certainement, professeur Komat, notre doyen et aussi notre cher ami, on a parlé de projets structurants. On a besoin d'électrifier, on a besoin d'infrastructures, etc. Mais d'où vient le financement? Avec des taux d'endettement qui sont très élevés au niveau africain. Et donc là, si on arrive à trouver une certaine jointure en matière de garantie, par exemple, le Maroc, il jouit d'un potentiel très important, pas uniquement, il y a d'autres pays. Si on arrive à trouver une jointure de garantie pour pouvoir un peu aider les pays de sortir de ce dilemme de potentiel de croissance et absence de financement, parce que c'est ça le grand problème pour l'Afrique. Nous avons un potentiel de croissance, mais on n'a pas un potentiel de financement qui existe. Vous avez des pays qui sont très riches, oui, mais ils exportent. C'est en fait exporter les ressources naturelles, ramener de quoi manger, ramener, etc., les produits de première nécessité, des produits transformés, etc. Maintenant, le grand problème, je pense, c'est que de pouvoir trouver un mixage de politique économique qui va permettre un peu d'asseoir les prémices de ce qu'on appelle une économie durable, de croissance inclusive et qui permettra un peu de résoudre les problèmes centraux de pauvreté, d'inégalité et aussi enlever ce qu'on appelle le décloisonnement sur quelques régions au niveau africain. Si on n'arrive pas à faire ça, à travers des financements qui sont bien réfléchis, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas l'Europe, on n'est pas d'autres pays qui sont aux États-Unis. On a besoin de quelques solutions innovantes en matière de financement. C'est la première chose à laquelle il faut réfléchir pour mettre en œuvre ce projet atlantique. En fait, Abdou Diop, je voulais vous poser une question sur l'action de la CGEM sur le continent. Mais ce qu'a dit le professeur Zakaria Firano est tout un programme. Je vous laisse réagir dessus. Oui, c'est tout un programme, effectivement, mais je ne partage pas le point sur l'endettement, parce que je pense que c'est... Justement, c'est sur ça que je voulais... C'est un peu, je sais que c'est votre métier aussi, quelque part. C'est un peu suivre le sillon des organismes et des bailleurs de fonds internationaux sur l'endettement de l'Afrique. Oui, plus de 60% d'endettement, mais ce n'est pas une problématique dès lors que c'est du bon endettement. Je pense que... Et aussi les financements. Hein. Moi, je travaille sur 51 pays du continent. La problématique n'est pas le financement. Le financement, il existe. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Quand vous partez sur des projets énergétiques, vous avez des fonds très importants qui sont disponibles. Il y a aussi des financements qu'on n'a pas encore, sur lesquels on n'a pas encore leveragé. Pas liés à des conditions, pas liés à des... Aujourd'hui disponible, il faut surtout des projets bancables à financer. Et aussi, on a des fonds de la diaspora qu'on n'a pas suffisamment exploités. On a l'impact investment, les fonds de la philanthropie qu'on n'a pas. C'est un sujet sur lequel je travaille au quotidien. Et on est un groupe de travail d'un certain nombre d'experts du continent qui travaillent avec la CEA, etc., justement, parce que on entend toujours les organismes internationaux parler de cet endettement de l'Afrique. Oui, 60-70%. Il y a des pays non africains qui sont plus de 120%. Ça ne pose pas de problème. La question, c'est la viabilité de la dette. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est l'utilisation de la dette? Et comment on développe l'économie
pour que ce soit viable et quels sont les projets structurants qu'on construit pour que ce soit bancable. C'est plus ça, mais bon, il faudrait toute une émission pour parler du financement des économies africaines. On la programmera. Il faudra la programmer à un moment. Maintenant, pour la question de la CGM. La CGM, oui, est un des leviers importants du développement du secteur privé marocain en Afrique. Et nous intervenons sur 5 piliers essentiellement. Donc le premier pilier, c'est des piliers qui sont institutionnels, c'est les conseils d'affaires et les groupes d'impulsion économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction du niveau de coopération avec les pays, nous créons des conseils d'affaires ou des groupes d'impulsion économique qui permettent de travailler entre secteur privé des 2 pays concernés de manière bilatérale sur tous les potentiels de développement des affaires entre les différents pays. Par exemple, là, vous avez vu ces derniers mois, il y a eu une mission de Mauritanie qui est venue au Maroc. Une celle de la délégation CGM qui est partie en Mauritanie. Ensuite, on a mis en place une task force pour accélérer un certain nombre de choses. Donc, c'est les conseils d'affaires qui travaillent, qui trouvent des axes de coopération et qui sont présidés par il y a des projets concrets qui sortent de ces grands-messes ou alors des intentions. Il y a des projets concrets. Hein, quand vous voyez, par exemple, le groupe d'impulsion économique Maroc-Sénégal, qui a fait l'objet de création de joint venture dans le domaine du transport, dans le domaine de la distribution. Donc chaque groupe de travail, chaque conseil d'affaires, chaque groupe d'impulsion a la vocation de travailler, de faire avancer l'agenda de la coopération. Il y a certains qui sont plus avancés que d'autres, parce qu'il y a des pays peut-être avec lesquels on a plus de maturité de coopération, il y a d'autres un peu moins, mais en tout cas, aujourd'hui, on a une trentaine de conseils d'affaires et de groupes d'impulsion avec les différents pays. Le deuxième pilier, qui est aussi très important, c'est toute la veille que nous faisons sur les potentialités qui peuvent exister. Par exemple, là, le 19, on reçoit une délégation de Centrafrique avec une volonté de voir quelles sont les potentialités, qu'est-ce qu'on peut avoir, quels sont les grands projets. Le 20, le lendemain, on reçoit une délégation du Burundi. Pareil, pour voir quelles sont les potentialités. Donc il y a beaucoup de veille sur un certain nombre de pays où peut-être on n'a pas encore de conseil d'affaires, mais on fait de la veille pour voir qu'est-ce qu'il y a comme intérêt pour nos pays. Le troisième pilier, c'est les voyages d'affaires. C'est donc les déplacements où, à travers une délégation, on va dans un pays pour explorer plus de potentiel, travailler sur des projets concrets. Là, la semaine prochaine, on se déplace à Kigali dans le cadre de l'Africa CEO Forum. On va aussi rencontrer le patronat du Rwanda. On va faire le suivi de tous les projets qui ont été initiés il y a quelques années, notamment après la tournée royale, pour voir aussi quels sont les potentiels complémentaires qui se développent. Le quatrième pilier, qui est aussi très important pour nous, c'est comment créer justement des projets communs sur des chaînes de valeur complémentaires. Là, dans ce cadre-là, on a lancé une grosse étude sur les chaînes de valeur complémentaires avec différents pays africains. C'est une première étude pour donner de l'appétit aux PME du continent, parce qu'on a identifié un certain nombre de secteurs sur lesquels on sort avec des projets concrets de complémentarité de chaînes de valeur sur lesquels le secteur privé des 2 pays peuvent investir ensemble. Et ça, on va le présenter lors d'un forum de la PME très important qu'on va organiser en décembre avec tous les patronats africains partenaires pour pouvoir justement renforcer cette coopération, parce qu'on veut que cette coopération soit vraiment gagnant-gagnant, avec beaucoup de complémentarité et beaucoup de joint venture entre le secteur privé des 2 pays. Et le 5e pilier, qui est très important, c'est la diplomatie économique, c'est comment on accompagne toute la diplomatie du Maroc sur le continent africain. Notamment, on reçoit régulièrement les délégations de différents pays qui viennent au Maroc, qui passent par les affaires étrangères, ensuite qui nous sont envoyés pour la partie économique. On est aussi membre de toutes les délégations officielles du Maroc à l'étranger, en particulier sur le continent. En fait, c'est une politique. Donc c'est ces 5 piliers qui accompagne donc la stratégie de développement. Une politique en fait qui doit être globale, comme vous avez dit, chacun à votre manière. Donc la diplomatie économique, puis la diplomatie tout court, puis l'entreprise, puis la société civile, puis l'université. Donc c'est tout un ensemble de choses qui doivent rentrer en considération et qui doivent être faites en même temps. Et tout est en cohérence avec bien sûr la vision royale qui est celle qui est bien entendu, et dans un objectif le continent.
Tout à fait. Alors, Abdeltif Komat, on a parlé d'intégration, de connectivité, vous avez parlé de connectivité électrique, de connexion électrique. Alors, il y a ces trois projets dont on a parlé, le projet gazoduc donc Atlantique, le projet de l'accès à la mer des pays qui n'y ont peut-être pas forcément accès, puis cette construction du port de Dakhla Atlantique, sachant qu'il n'y a pas que ce port, mais il y en a d'autres qui sont en construction ou en projet sur la façade atlantique. Est-ce que vous pensez que c'est une amorce grandeur nature à cette intégration? Et la question est aussi posée aux autres invités. Est-ce que comment vous envisagez la suite sur la partie sud de cette façade atlantique? Effectivement, en fait, je voudrais tout d'abord, par rapport à l'aspect financier, souligner en fait le message, rappeler le message de Sa Majesté lors des assemblées générales de la Banque mondiale et du FMI qui se sont déroulées à Marrakech au mois de novembre dernier. Dans ce message, Sa Majesté a consacré pratiquement, je dirais, l'essentiel de son message à cette question du financement des projets en Afrique. Et bien sûr, à rappeler à ces institutions financières tout d'abord une refonte de leur structuration de manière à ce qu'ils prennent en considération des particularités, notamment des pays en développement. Là, on fait allusion aux pays africains, mais également à insister sur les potentialités de développement en Afrique et que, bien sûr, la question de financement est une question qui interpelle les différentes organisations, notamment internationales et les grandes puissances, parce qu'il s'agit du sort du continent qui a le plus grand potentiel, aussi bien sur le plan économique que sur le plan humain. Pour dire que cette vision, elle est intégrée, bien sûr, on évoque beaucoup la dimension infrastructure, le port, le gazoduc, etc. Mais en fait, dans la démarche, et ça a également été rappelé, c'est une démarche exhaustive, c'est une démarche globale et intégrée. Et bien sûr, la dimension financière, elle est prise en considération. Alors, en ce qui concerne la suite de ces projets, en fait, ce qui a été souligné d'une manière, je dirais, très, très forte par les différents intervenants, que ces projets, bien sûr, ce sont des projets importants sur le plan infrastructurel, sur le plan économique et sur le plan commercial, mais ils ont une vocation encore plus importante. C'est une vocation d'intégration, c'est une vocation de développement commun de toute la région. Et bien sûr, aujourd'hui, ce sont des projets qui sont amorcés. Peut-être il y a quelques années, on en parle comme projet. Maintenant, ils sont ficelés. Le volet financement, il est pratiquement bouclé. On sait qu'à fin 2024, le financement du gazoduc il sera bouclé parce qu'il y a une prédisposition aussi bien des pays qui sont intéressés, et ils sont nombreux, notamment des pays de l'Europe. Donc, on a vu l'engouement de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Allemagne. Plusieurs pays ont manifesté leur intérêt pour ce projet. La question du port de Dakhla, également Atlantique, c'est une question qui était centrale au niveau de cette rencontre parce que c'est l'ossature justement de cette intégration. Et puis, ce qui a été souligné, c'est cette vision, je dirais, de complémentarité et non pas de compétitivité. Et là, on a évoqué certaines régions du monde. Par exemple, la Chine. On a parlé de ça, ça a été, je crois, samedi. Il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de compétition, comme vous disiez. Voilà, tout à fait. Ce qui a été donné comme exemple en présence de monsieur l'ambassadeur de Chine, c'est la Chine, parce que sur les 8 ports les plus importants au niveau mondial, il y en a 4 ou 5 des ports chinois. Et donc, ils ne sont pas dans la concurrence, ils sont dans la complémentarité. Et ça crée de l'émulation. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on ait en Afrique. Il ne faut pas qu'on ait peur d'un projet initié par un pays au détriment de l'autre. Au contraire, il faut qu'il y ait de l'émulation pour faire mieux. Et c'est la vocation du Maroc. Le Maroc n'est concurrent de personne. Au contraire, il œuvre pour qu'il y ait justement un intérêt partagé. La vocation du port de Dakhla est une vocation d'intégration intercontinentale dans l'intérêt de l'Afrique parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la question de l'intégration économique est une question cruciale. Et lorsqu'on a creusé quelles sont les raisons de cette faible intégration, on a vu qu'en premier lieu, il y a la dimension infrastructurelle. Il y a les liaisons aériennes, les liaisons navales. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez vers un pays d'Afrique, il faut passer par Paris ou par Berlin, alors qu'on a intérêt à développer l'infrastructure, qu'il soit navale, qu'il soit aérienne. Et donc, c'est pour ça que c'est des projets bien engagés, bien ancrés, leur financement est plus assuré et bien sûr, ils ont toutes les chances d'être concrétisés dans les prochaines années.
Zakaria Firanou, je voudrais revenir avec vous et Abdou Diop sur cette question. Je pense qu'on en a parlé, mais qu'on n'en parle pas assez, cette question de émulation, compétition, émulation aux concurrences. Comment les choses doivent se passer? Parce qu'il y a cette première partie qui est en train de commencer le travail. Il y a la deuxième partie plus septentrionale du littoral africain. Et il y a cette question de la compétition, d'émulation qui se pose. Comment vous voyez les choses? Bon, moi, je reviens un peu à l'histoire. Donc là, bon, on est d'accord, l'Afrique est spécifique, tous les pays de l'Afrique sont spécifiques, il n'y a pas un modèle qui se reproduit de façon exacte à 100%. Mais si on regarde l'histoire des différents pays qui se sont intégrés, il y a l'Europe, il y a plusieurs régions qui se sont intégrées, ils ont commencé par un projet commun. Et donc là, le projet commun, il élimine complètement la question de la concurrence. Ça veut dire que nous avons un esprit commun de convivialité et de mission commune là où il faut arriver. Si je prends par exemple l'Union européenne, ils ont commencé par la CECA. Donc vous connaissez un peu la CECA, bon, c'était le démarrage de l'Union européenne et donc ils ont commencé par le charbon et l'acier. Donc il y avait un projet commun auquel a adhéré les deux grandes puissances de l'Europe. Ça veut dire la France et l'Allemagne. Et donc automatiquement, donc, je crois qu'il faut partir dans cet esprit. Lorsque je parle du gazoduc, lorsque je parle de la marine marchande, lorsque je parle de la ZLECAf, lorsque je parle de plusieurs éléments économiques, il faut qu'on considère que ce sont des objectifs, pas uniquement pour le Maroc ou pour quelques pays, c'est l'objectif pour tout le maillon qui est en train de se mettre en place. Et moi, si vous voulez mon opinion, je pense que ça n'engage que moi, je crois qu'il faut commencer par des projets qui sont des projets qui sont concrets. Par exemple, le gazoduc, c'est un projet concret. Il est autour de l'énergie. Et donc là, tout le monde va se retrouver dans ce projet-là. Les 13 pays, par exemple, dans un premier temps, vont se retrouver parce que ça va éliminer beaucoup de problèmes sur le plan socio-économique, donc que ce soit pauvreté, que ce soit le problème d'inclusion économique, que ce soit le problème de synergie entre les différents pays. Et après, on passera vers les projets qui sont les plus grands, comme la ZLECAf, par exemple. Aussi, ça va permettre. Mais moi, je pense que la ZLECAf va prendre encore plus de temps. Pourquoi? Parce que j'ai dit, ça nécessitera beaucoup de mobilité en termes de capitaux, d'êtres humains, de systèmes financiers, etc., etc. Et ça permettra d'aller de l'avant. Et donc là, ce qu'on devrait mettre dans notre esprit, c'est que cette intégration, cette coopération gagnant-gagnant, win-win entre les pays, ça va permettre d'asseoir un nouvel avenir pour le continent africain, et non pas en termes de compétitivité ou en termes de concurrence, qui est le pays leader, qui est le pays suiveur, etc. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, nous avons des projets communs, nous devrions les réaliser en commun, et chacun va contribuer à l'édifice à sa manière. Et comme je l'ai dit au démarrage, j'ai dit que chaque pays dans le continent a des potentialités. Le Maroc a des éléments à rajouter, d'autres pays ont des éléments à rajouter. Le Nigeria, il a le produit énergétique. Nous avons par exemple les compétences géographiques, le lien avec l'Europe, le positionnement, nous avons les ports, etc. Et donc chaque pays va contribuer à sa manière. L'idée fondamentale, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, moi je pense, s'il faut faire rapide, il faut partir par l'idée de projet. Et peut-être que demain, dans l'avenir, moi je ne dirais pas sur le moyen terme, mais sur le long terme, il faudra même commencer à réfléchir sur les politiques économiques communes. Ça veut dire pourquoi ne pas avoir une politique monétaire unique, ça veut dire à travers une monnaie unique dans des régions. Et donc ça va permettre de résoudre beaucoup de problèmes en termes de taux de change, etc., etc. Et attention, si on veut faire une politique monétaire unique, par exemple, c'est une question, ça va résoudre beaucoup de problèmes de change, mais ça va aussi nécessiter une compétitivité très importante. Regardez maintenant, l'euro, il est basé sur quoi? L'euro, il est basé sur l'Allemagne. Normalement, sa force vient de l'Allemagne, réellement. Et donc, automatiquement, il faut qu'on ait cette optique de raisonnement, c'est que c'est des projets communs pour tout le continent et surtout pour ceux qui sont dans l'Atlantique. Alors, on va rester sur cette notion de projet commun avec vous, Abdou Diop, et on termine l'émission avec vous. Projet commun, c'est revenu à plusieurs reprises, mais un projet commun, ça implique une adhésion. Adhésion des 23 pays. Or, le fameux PE2A, le processus des États africains atlantiques, a commencé déjà en 2009. Ici au Maroc, et puis ici en Afrique, et puis dans d'autres régions atlantiques. Il a eu le temps de mûrir. Est-ce que vous voyez, vous avez réagi tout à l'heure en disant non, pas la compétition. Est-ce que vous pensez donc qu'il y a cette adhésion cette adhésion des États africains atlantiques? C'est un projet commun, une idée commune. Oui, je pense qu'au début, j'avais démarré mon introduction en disant que l'avantage de ce projet atlantique, c'est qu'on n'est pas sur des questions d'organisation institutionnelle, mais on est parti sur de la réalité économique. J'avais toujours, depuis longtemps, je disais toujours que pour moi, le vrai développement du Maroc sur l'Afrique, c'est la verticale et non pas l'horizontale, parce que c'est quelque chose auquel je croyais depuis, avant même qu'on ait cette dynamique
africaine, et aujourd'hui l'histoire le montre. Donc il y a une dynamique qui est créée, il y a une réalité économique. Aujourd'hui, effectivement, quand on parle du projet de gazoduc, vous savez, tous les fonds souverains des pays membres de ce grand projet sont ensemble, travaillent ensemble. On a l'association des fonds souverains africains où tout le monde est ensemble. On a aussi Tanger Med avec un certain nombre de ports du continent qui se sont mis dans l'Alliance des ports africains. Donc il y a une convergence de vues sur de la complémentarité. Il faut juste qu'on soit vigilant pour ne pas créer de la friction dans cette convergence de vues. Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup, quand on parle de ce projet atlantique, la terminologie désenclavement des pays du Sahel. Je veux juste rappeler que ces pays du Sahel, aujourd'hui, ont déjà accès à la mer à travers les ports de Dakar, de Cotonou, de Lomé et de San Pedro. Donc, il faut juste être vigilant pour ne pas créer de shift, pour que justement ces pays qui aujourd'hui donnent accès à la mer aux pays à ces pays du Sahel, dans le cadre de la CEDEAO, n'aient pas l'impression qu'on est en train d'avoir un shift, parce que c'est ce qui crée un sentiment de concurrence et donc d'incompréhension. Et donc j'appelle à beaucoup de vigilance sur les terminologies. Je pense que c'est un projet très important pour les pays du Sahel en termes de renforcement de l'intégration régionale. Ça, c'est en ça que ça apporte beaucoup de solutions. Quand je dis renforcement de l'intégration régionale, parce que comme avec les autres pays de l'Atlantique, on crée un ensemble commun où il y a beaucoup de complémentarité. Donc c'est là où il faut être vigilant. Donc je dis bien, il y a beaucoup de projets en commun et une réalité économique qui fait qu'aujourd'hui, les différents acteurs et les différents pouvoirs publics de ces pays sont convaincus de l'intérêt, parce qu'on a déjà travaillé sur beaucoup de sujets ensemble. Maintenant, il faut le rendre cohérent en identifiant d'autres projets qui vont permettre de continuer à aller ensemble et ce qui va progressivement permettre d'arriver à une vraie alliance atlantique. Alors cette initiative atlantique, nous en avons parlé, nous continuerons d'en parler, ce n'est que le début. Merci à vous Abdo Diop, merci à vous professeur Zakaria Filano, merci à vous aussi professeur Abdeltaïf Komat, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci.